Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. J'ai décidé de changer mes vidéos où j'ai lu. Au lieu d'en faire une par mois, je pense que je vais en faire une tous les 15 jours parce que je me suis rendu compte qu'elles étaient extrêmement longues. Donc du coup, pour comme ça, elles seront plus souvent. Aussi, j'aurai mieux en tête les livres dont je vous parle et du coup, comme ça, vous apprécierez peut-être mieux parce qu'elles seront plus courtes. Voilà. Donc ça sera une vidéo point lecture. Donc ça sera les lectures que j'ai fait ces 15 derniers jours. Voilà. Allez, c'est parti. Du coup, on se retrouve pour les lectures. Alors j'ai lu une BD, il y a 3 mangas et puis du coup 4 romans. Et donc du coup ce sont tous des romans fantasy puisque du coup ce sont mes lectures pour le mois de la fantasy que je valide au fur et à mesure. Donc voilà, on va commencer du coup par les BD. Donc j'ai lu celui-ci, Le Sortilège de Zora, donc c'est le tome 1. C'est une sorcière au collège, donc c'est comme ça que ça s'appelle. Celui-ci, je suis tombée en fait sous le charme de la couverture qui est juste, excusez-moi, vraiment super mais hyper rigolote. Donc du coup, je l'ai pris et j'ai vraiment bien aimé le début. Du coup, en fait, on va suivre l'histoire de Zora qui ne souhaite qu'une seule chose, en fait, c'est être sorcière. Sa grand-mère ne veut pas et du coup, en fait, va l'obliger grâce à un sort à aller au collège. Sauf que, arriver au collège, ça ne se passe pas très bien du tout, jusqu'à ce qu'elle tombe sur une alliée. Et cette alliée va donc l'aider à se libérer du sortilège. Donc, elle va continuer à aller au collège, mais elle va du coup pouvoir, on va dire, pleinement apprécier l'expérience parce que du coup, elle aura retrouvé ses pouvoirs. Voilà, donc le tome 1 s'arrête là. Donc, je vais continuer cette BD parce qu'elle est vraiment très rigolote et les dessins sont juste magnifiques. Enfin, ils sont hyper colorés, ils sont magnifiques. Donc, je suis vraiment contente de m'être lancée dedans. Donc voilà, franchement c'est une BD que je recommande, elle se lit assez facilement. Et voilà, c'est pas forcément que pour les ados ou autres, donc franchement j'ai bien aimé. Ensuite je me suis lancée dans la lecture de Sakura, donc Card Captor, Clamp, donc j'ai lu les 3 premiers. Donc là c'est plus personnel puisque du coup je les ai lus quand j'étais petite, c'est un manga et un anime que j'aime beaucoup. Dès qu'il y a tout ce qui est goodies ou autre qui sort, je fonds dedans. Donc voilà, donc je me suis lancée dans la collection et je voulais surtout en trouver une très belle collection. Et comme ils font une très belle réédition, c'est pour ça que je me suis lancée dedans. Donc là, j'ai lu les 3 premiers tomes. Les tomes, je les achèterai au fur et à mesure qu'ils sont dispo donc dans ma librairie parce qu'elles ne sont pas forcément tout le temps. Donc voilà, puis comme ça me permettra aussi d'espacer, d'en prendre d'autres si j'ai envie ou autre. Donc après, on va suivre l'histoire du coup de Sakura, qui est une collégienne, qui va tomber sur un grimoire magique. Et donc du coup, grâce à ce grimoire, il y a Keleo qui arrive et qui va lui expliquer que du coup, elle est gardienne des cartes et qu'il faut qu'elle les retrouve. Et donc du coup, on va suivre ses aventures à elle, à lui et à sa meilleure amie. Et du coup, on va aussi découvrir sa famille, donc son père, son frère et son petit crush qui est le meilleur ami de son frère. Donc voilà, donc je suis contente. Là, c'est plus personnel sur le pourquoi du comment, parce que c'est un manga que j'aime beaucoup depuis que je suis petite. Donc voilà, c'est plus pour ça que je lis. Ensuite, du coup, j'ai lu Rise de Helen Godlet, excusez-moi, Helen Godlet. Donc c'est le tome 2, c'est la fin. Du coup, on se retrouve après que ce soit parti un petit peu en cacahuète pour les 3 reines. Leurs secrets du coup sont exposés au fur et à mesure et au fil des pages. Euh, Elles vont se retrouver surtout aussi confrontées à leur passé, aux personnes qu'elles aiment. Et du coup, il n'y en aura qu'une à la fin qui est du coup manipulée par l'héritière, du coup on apprend, légitime. Et du coup, elle va se retrouver en fait être la reine la plus, on va dire, forte des 3, ce qu'elle n'imaginait pas, elle qui voulait absolument pas le trône ou autre, chose qu'elle ne désirait absolument pas. Donc voilà, donc c'est un roman plus qu'explosif, il y a de l'action tout au long du coup, parce que comme leurs secrets sont dévoilés, forcément ça part en cacahuète à chaque fois qu'il y en a un nouveau. Donc je suis plutôt contente de l'avoir lu, je suis contente de la fin. C'est un roman qui se lit assez très facilement, je l'ai lu en un ou 2 jours si je me souviens bien. Donc voilà, je suis contente de la fin, je suis contente de comment du dénouement. Et puis surtout, en fait, les trois jeunes filles nous montrent que même s'il n'y en a qu'une qui à la fin a la couronne,
Les deux autres, même si elles n'ont pas la couronne, vont pouvoir changer les choses et vraiment et réellement être elles-mêmes et surtout apporter du bon à la société, ce qu'elles souhaitaient. Et elles étaient persuadées que pour ça là, elles avaient besoin de la couronne et c'est absolument pas le cas. Donc c'est une très très belle fin. Ensuite, j'ai lu celui-ci, L'Enragé de Jennifer Tellier. Et alors celui-ci, il est juste magnifique. Franchement, déjà la couverture est sublime. Et l'histoire en fait est juste, mais alors, j'adore. Déjà dès le début, en fait, ça commence mal. Donc du coup, on va suivre trois chevaliers qui vont chercher l'Enragé, comme elle s'appelle, donc Kern pour son vrai nom. Ils vont la chercher, ils lui donnent pour mission d'aller chercher les jumeaux perdus du roi. Donc ils y vont, et donc déjà le périple pour aller jusqu'aux frères jumeaux est, on va dire, plus que compliqué. En effet, puisque du coup ils sont attaqués, ils arrivent au monastère où le frère y est, ils sont en piteux état. Et en fait, en arrivant au monastère, ils se rendent compte que Kern, du coup, en fait, n'est pas seulement l'enragée, mais elle est surtout la princesse perdue. Et donc la sœur jumelle du prince. Du coup, ça se passe très mal parce que du coup, c'est une jeune fille qui est extrêmement libre et qui veut absolument pas se plier à la royauté. Donc du coup, elle accepte pour son frère de retourner au château, sauf qu'arrivée au château, bah, ça commence, on va dire, mal parce en fait, elle se moule pas dans le moule qui est prévu et c'est une guerrière, soyons honnêtes, c'est une jeune fille qui est d'une guerrière qui n'a pas honte de son passé, loin de là, elle l'assume. Et sa plus grande peur, c'était que son père ne l'accepte pas et elle va se rendre compte en fait que son père n'en est plus que fier. Que de toute façon, depuis tout petit, ce n'était pas une princesse dans le moule qui est prévu pour. Et du coup, elle va finir en fait par créer une alliance pour pouvoir sauver son royaume. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure, elle va se rendre compte que l'alliance va non seulement lui coûter sa liberté, mais aussi son amour propre, sa conscience, mais surtout en fait son véritable amour, parce qu'elle va se rendre compte qu'elle est amoureuse de quelqu'un. Alors oui, il y a une histoire d'amour, mais elle ne prend de la place, elle prend pas réellement de, elle éclipse pas en fait l'histoire. Et elle fait partie en fait intégrante de l'histoire. C'est un film conducteur et elle apparaît vraiment au grand jour à la toute fin du coup parce que la fin en fait nous explique le pourquoi du comment, mais elle ne fait pas en fait, on va dire, partie intégrante du roman, contrairement à certains. Et c'est une jeune fille qui, contrairement à certains romans, on pourrait où les jeunes filles on se dit elles sont badass et en fait elles ont besoin de quelqu'un. Elle, c'est pas le cas. C'est une jeune fille qui veut absolument montrer qu'elle est forte. Elle ne montre pas ses faiblesses parce qu'elle ne veut pas que les autres s'en servent. Mais c'est en fait quelqu'un au loin. Elle est une guerrière, une commandante, mais c'est surtout en fait quelqu'un d'humain qui a énormément de bonté en elle. Et c'est quelque chose qu'elle montre, mais pour le voir, en fait, il faut réellement l'observer. Et c'est ce qui fait en fait toute sa force en fait. Et oui, elle a, elle a un passé qui peut paraître, on va dire, un peu sulfureux, mais en fait c'est ce qui fait en fait sa force et c'est pour ça qu'elle est ce qu'elle est et qu'elle est pour moi l'une des meilleures princesses que j'ai lues jusque-là. Donc c'est une très très belle découverte. J'ai pris un autre roman de cette maison d'édition pour voir ce que c'était, mais franchement c'est un roman que je recommande totalement. Il se lit extrêmement vite, très facilement. Et j'ai été choquée. Et puis les chapitres sont vraiment beaux. Il y a vraiment une très très belle, très beau travail qui a été fait. Donc c'est écrit, ça peut écrit petit, mais ça va. Et c'est pas une grosse brique. Attendez que je vous dise. Il y a 400 pages, 450 pages. Et le roman est divisé en fait en trois livres, en trois parties. Donc c'est vraiment un roman que je recommande parce que pour le coup, on a réellement une héroïne badass qui va tout faire en fait pour protéger son royaume, les personnes qu'elle aime, et elle en oublie complètement sa personne et c'est vraiment impressionnant. Et le roman en fait, on s'ennuie absolument pas, il y a de l'action tout au long. Franchement, j'ai été choquée et franchement, je l'adore. C'est vraiment un énorme coup de cœur et une très très belle découverte. Ensuite, j'ai lu celui-ci, donc c'est au moment où la vidéo sortira, ça sera l'avant-dernière sortie de la maison d'édition des Saxus, c'est La Cité de Laiton.
de Charkporti, excuse-moi si j'écorche le nom. Donc, du coup, moi j'ai pris la version reliée, donc c'est une très très belle édition. Normalement, c'est une trilogie, c'est marqué dessus. C'est une trilogie, donc il y en a 3. Je lirai les 3 parce que du coup, je suis tombée complètement sous le charme de ce roman. Pour moi, c'est un roman d'introduction, celui-ci. C'est un peu comme la Dupree de Guenièvre. C'est un roman d'introduction. Oui, il y a de l'action. Oui, à la fin, en fait, c'est la fin en fait qui montre en fait réellement ce qui va se passer. J'ai vraiment hâte de voir la suite parce que du coup, en fait, comme la fin est explosive, là, on a eu tous les détails, on en a eu une grande partie, je pense. Je veux absolument du coup savoir comment ça va se finir. Donc j'imagine qu'on aura réellement toutes les réponses à la fin, au tome 3. Le tome 2 sera peut-être, je sais pas comment il sera. Mais du coup, je suis vraiment impatiente. Donc du coup, on va suivre, dans ce roman, on va suivre Nari, qui est une orpheline au Caire, qui a des dons de médecine. En fait, elle va se... En fait, comme c'est une jeune fille, elle ne peut pas forcément être médecin. Du coup, en fait, elle utilise ses dons pour, on va dire, enrouler les riches de sa ville. Et du coup, en fait, elle va, à un moment donné, pratiquer un exorcisme, comme nous on l'entend en France. Et du coup, en fait, lors de cet exorcisme, ça va forcément très bien se passer et elle va appeler en fait un djinn. Ce djinn en fait va se rendre compte de qui elle est réellement et en fait elle est la dernière en fait fille de son espèce, c'est-à-dire de très très grands médecins. Et donc du coup il va se donner pour mission de la ramener à la cité de Letton. C'est une cité en fait où il y a des djinns, des magiciens, des métamorphes, toutes sortes en fait de personnes qui ont des pouvoirs magiques chacun différents. Et du coup, il va se donner pour mission de l'emmener parce qu'en fait, le djinn est aussi en fait un gardien de sa lignée. Du coup, il l'emmène. Alors, c'est pas l'amour fou entre eux, hein, réellement. Dès le début, ils se détestent. Elle veut à tout prix l'échapper dès qu'elle peut. Et lui estime que c'est une petite voleuse sans intérêt, on va dire. Donc, en fait, se détestent réellement dès le début. Je sais pas si on peut dire qu'ils s'aiment, on va dire qu'ils s'apprécient réellement et ils tiennent réellement l'un à l'autre à la fin du roman parce qu'ils font tout pour se sauver l'un ou l'autre. Elle fait tout en fait pour qu'il reste en vie, quitte à en fait à accepter un mariage, même si elle ne le veut pas. Et lui en fait va mettre à feu, est prêt à mettre à feu et à sang la cité en fait pour qu'elle soit libre et absolument pas forcée d'épouser un des princes, comme il dit, qui est qu'une petite mouche, un insecte comme il les appelle. Et du coup, en fait, elle va arriver à la cité de Letton et c'est là qu'elle va se lier d'amitié avec le deuxième prince, pas le premier. Elle va se lier d'amitié avec lui et elle va en fait apprendre réellement sa magie. Elle va en fait tout faire pour que, on va dire, le djinn soit libre et elle veut absolument pas tomber en fait dans les intrigues de la politique. Et du coup, la fin, on va dire, est vraiment triste parce que du coup, le djinn a disparu. Attention, spoiler. Le djinn a disparu. Le prince est passé au bord de la mort. Le prince héritier, du coup, en fait, va épouser Nari parce que son père l'oblige. Mais en fait, du coup, personne n'est heureux. Enfin, ça se finit vraiment en cacahuète. Et donc, du coup, j'ai hâte de voir parce que du coup, la fin nous laisse un suspense et un léger espoir que le djinn revienne. Donc c'est pour ça. Et juste pour que vous sachiez, les différents chapitres en fait sont séparés entre le point de vue de Nari et celui de Ali, donc c'est le deuxième prince. Et du coup, en fait, au début, je comprenais pas trop pourquoi il était là. Alors, il nous expliquait, on va dire, le fonctionnement de la cité, certes, mais je comprenais pas ce qu'il faisait là. Et en fait, on s'en rend compte à la fin du pourquoi, du comment. Et c'est vraiment, je pense qu'il va être réellement une pièce maîtresse de la libération de la cité, parce que c'est une cité qui se dit juste, mais en fait, c'est une cité surtout où les, comment on peut dire, les, les gens non pleinement purs, voilà, qui ont du sang pur, on va dire, ou de pure race, en fait, sont des moins que rien et juste des esclaves. Donc du coup, voilà. Donc je pense que la fin du roman va nous permettre, et je l'espère, à cette cité d'être libre et surtout plus juste.
Donc voilà. Ensuite, et alors là c'est un énorme coup de cœur, donc c'est à l'égal de l'enragé, les deux. Donc j'ai lu, et ça c'est la dernière sortie de Saxus, c'est Crescent City de Sarah Dimas. Donc c'est une pure beauté, une pure merveille. Alors oui, c'est une brique qui fait 900 pages, je crois, quasiment 1000. Voilà, il fait 950 pages. Pas 1000, mais pas loin. Il m'a fallu 2 jours pour le lire. C'est écrit assez petit. Hop, c'est écrit assez petit. Donc moi c'est pareil, c'est la version hardback que j'ai pris. De toute façon, il était hors de question que j'en prenne une autre, vu la beauté et on va dire l'impatience que j'avais pour ce roman. C'est une trilogie aussi, si je me souviens bien. Le tome 2 sort sous peu en anglais, il n'est pas encore sorti. Et franchement, c'est une pure beauté, une pure merveille. Je suis réellement tombée littéralement amoureuse de ce roman. Contrairement aux deux autres romans que je lis de cet auteur, il n'y a pas du tout de scène, vous voyez, où on se retourne quand on le lit dans le bus pour être sûr que personne ne lit par-dessus notre épaule. Ça n'en fait absolument pas partie. Et donc, du coup, par contre, c'est un très très beau roman. À la fin, j'ai pleuré de tristesse, de joie, de soulagement. Je suis passée par toutes les émotions à la fin de ce roman. J'étais une vraie pile. Enfin, je l'ai fini, j'étais essoufflée et vidée de mon énergie tellement je l'ai lu et je voulais absolument savoir comment ça se terminait. Donc, c'était une très très belle découverte. Du coup, en fait, on va suivre l'histoire de Brice, qui est une jeune fille mi-faée, excusez-moi, et mi-humaine. Son roi n'est autre que le roi des faées. Elle a un demi-frère qui est considéré comme l'élu. Elle ne parle pas à cette famille-là parce que il y a eu, on va dire, une dispute et elle déteste en fait son père et ce que son père en fait voit en elle, la déteste absolument et la révulse au plus haut point. Elle s'est donc créée sa famille à elle, avec du coup sa meilleure amie, qui est la suivante pour prendre en tête donc les loups-garous, enfin les loups, pardon, excusez-moi, parce qu'ils appellent ça les loups. Et donc du coup, elle traîne avec sa meilleure amie et sa meute. Ils sont dans tous les coups, c'est vraiment sa famille de cœur qu'elle s'est créée elle-même et auquel elle tient et qu'elle tient absolument. Sauf que c'est une famille qu'elle va perdre du jour au lendemain dans d'atroces circonstances. Et en fait, depuis qu'elle a perdu donc, cette famille-là, le roman s'arrête et on reprend 2 ans plus tard. Sauf que 2 ans après, en fait, elle a complètement arrêté ce qu'elle faisait. Elle était une danseuse, elle a complètement arrêté. Elle ne fume plus, elle ne boit plus, elle ne prend plus de drogue. C'est un peu métro, boulot, dodo. Lorsque sa meilleure amie a été tuée, elle s'est blessée en fait parce qu'elle a combattu sans réussir à tuer le meurtrier. Elle s'est blessée à la jambe et en fait pour se souvenir de sa meilleure amie et de sa meute en fait, elle n'a jamais en fait soigné sa jambe et donc du coup en fait elle souffre au quotidien parce qu'elle veut absolument pas l'oublier et elle a peur que si cette douleur en fait s'en aille, elle oublie du coup sa meilleure amie. Sauf que 2 ans plus tard, les meurtres du coup reprennent exactement de la même façon. Elle va donc retrouver un ange déchu qui l'avait trouvé lors du meurtre de sa meilleure amie. Excusez-moi. Elle va le retrouver. Alors c'est absolument pas du tout l'amour fou entre eux. Ils se détestent royalement, réellement. Et surtout en fait, ils ont chacun les préjugés de l'autre en fait, qui font et qu'ils assument en fait. Ils ont, elle assume pleinement le fait que les gens la voient comme une fêtarde ou autre et elle s'en contrebalance parce qu'après tout c'est beaucoup plus simple de laisser les gens croire ce qu'ils veulent sur vous que de se battre contre ces idées-là. Donc elle le laisse penser ce qu'elle veut et lui en fait est l'assassin de l'archange en personne et du coup il se fiche aussi royalement de ce que les gens peuvent penser parce qu'après tout c'est beaucoup plus simple de ne pas avoir d'amis, d'être seul et pareil que d'être déçu ou en fait juste s'attacher alors qu'on peut tout perdre du jour au lendemain. Sauf qu'en fait, du coup, ils vont devoir travailler ensemble
Et au fur et à mesure qu'ils vont travailler ensemble, ils vont en fait découvrir en fait le sombre passé de l'un et de l'autre, mais du coup en fait ils vont réussir à casser la carapace que l'un et l'autre ont réussi à construire. Ils vont s'apprécier, ils vont devenir amis jusqu'à la fin, on va dire trois quarts, c'est tout ce qu'ils ne sont et c'est tout ce qu'ils se disent être. Ils sont juste des amis, mais du coup en fait ils se rendent compte à la fin, ils tombent amoureux, ils ont besoin l'un de l'autre en fait, pour en fait l'un et l'autre ont ramené l'un et l'autre à la vie. C'est pas très clair, mais on va pas dire que jusqu'à ce qu'ils se rendent compte, ils vivaient, ils survivaient surtout. Et en fait, ils ont permis à l'un et l'autre de redécouvrir la vie, les joies que la vie peut apporter. Donc, du coup, c'est un très très beau roman. Il y a, on va dire, l'enquête policière prend une bonne partie du roman. On arrive aux trois quarts et là, on va dire que la fin m'a plus que surprise et je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Et en fait, on se rend compte de qui est le grand méchant, on le voit. Et alors là, à partir du moment où on découvre qui est le grand méchant, c'est vraiment genre un bordel sans nom. Hein. Vraiment, ça part en cacahuète dans tous les sens. C'est vraiment un... Mon Dieu, l'action, elle commence vraiment à ce moment-là. Et alors là, mais je me suis mais alors, étonnée moi-même. J'ai lu les pages, je m'en suis pas rendu compte en fait. J'ai lu chapitre après chapitre parce que j'étais tellement prise dedans que je voulais absolument commencer à savoir comment ça se finissait en fait. Et j'avais vraiment peur que le roman se termine sur une explosion et qu'on n'ait pas la fin. Vraiment. Le roman se termine bien. On pourrait... franchement, le fait que ce soit une trilogie, je m'y attendais pas parce qu'à la fin, en fait, on pourrait se croire que le roman se termine là, tout va bien. Enfin, c'est une très belle fin. Donc, comme Sarah Jimas en a l'habitude de nous le faire, parce que dans quasiment tous ces romans que j'ai lus, que ce soit Kelleana ou Acosta, la fin de chaque tome, en fait, se termine. On peut s'arrêter là, en fait, l'histoire. Bon, peut-être pas au début, mais le dernier, par exemple, Acosta, ça pourrait se terminer là. Certes, il y a encore deux, trois choses à voir, mais c'est pas on va dire qu'on reste pas sur notre fin. Voilà, on reste pas sur notre fin. La fin est juste magnifique. Et c'est le cas avec ce roman-là. Et franchement, je suis très très contente de l'avoir lu. J'ai hâte de voir la suite parce que c'est un roman qui m'a juste, mais alors, bouleversée, qui m'a fait passer par toutes les émotions. Donc c'est vraiment, c'est un roman qui est plein d'amour, d'amitié, d'émotions, de peur, de perte en fait. C'est vraiment un pur concentré en fait. Dans ces 900 pages, il y a un pur concentré de ce qu'on pourrait vivre en fait dans toute une vie, en 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et c'est pour moi ce qui fait sa force, c'est ce qui fait qu'il est juste magique. Voilà. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus vous ou si ils sont dans votre pile à lire. Si vous les avez aimés ou si au contraire vous avez complètement détesté ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve du coup dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker et aller voir mon Instagram pour toutes mes infos. Voilà, allez, salut, à la prochaine.